Tokyo est la ville des superlatifs. Vibrante d'énergie, cette mégapole est la plus densément peuplée au monde. La capitale du Japon compte plus de 13 millions de citadins avec 5000 habitants au kilomètre carré. Cette cité ultramoderne est l'une des plus performantes et dynamiques de la planète. Des forêts de gratte-ciel, des parcs immenses, de gigantesques centres commerciaux, des îles artificielles. Difficile d'imaginer que la ville fut rasée lors de tremblements de terre, entièrement brûlée plusieurs fois, ravagée par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais après chaque catastrophe, Tokyo a su renaître de ses cendres, encore plus conquérante. Bienvenue dans la ville Phénix. Le quartier d'affaires de Shibuya est la vitrine de la Tokyo futuriste. Des écrans géants encerclent l'un des carrefours les plus célèbres du monde, le Shibuya Crossing. Tout est réglé comme sur du papier à musique. Les partitions s'écrivent sur les passages piétons. D'abord, il y a le lent balai des voitures. Mais lorsque le signal passe au vert, les piétons se lancent à l'assaut du croisement. Sans jamais se toucher, ils progressent le plus rapidement possible à travers la foule compacte. Il faut faire vite, car les piétons n'ont que 55 secondes pour passer de l'autre côté. Les retardataires doivent courir pour éviter de se faire écraser. Puis, sans état d'âme, les voitures reprennent possession de l'asphalte. Le spectacle sans cesse répété est hypnotique. Le croisement de Shibuya est l'un des endroits les plus filmés au monde. Plus de 2 millions de Japonais le traversent chaque jour. Alors, pour faire le buzz, certains n'hésitent devant rien. Tels ces artistes de rue qui promènent leurs collègues crucifiés au milieu de la cohue. La station de Shibuya déverse son flot de voyageurs. Des businessmen, banlieusards et fêtards qui viennent profiter des centaines de restaurants et de bars du quartier. Les clients de certains établissements préfèrent rester discrets. Ils ne fréquentent pas les salles de jeux vidéo, mais des salles de pachinko, un passe-temps très japonais entre flippers électroniques et machines à sous. Les premières machines importées de Chicago apparurent dans les années 1920. Il s'agit d'insérer des billes de métal à la bonne vitesse dans le flipper afin de réaliser le plus de points possible pour obtenir encore plus de billes. Les jeux d'argent sont théoriquement interdits au Japon. Mais on peut toujours échanger les billes gagnées contre de l'argent. C'est une économie souterraine pour la majeure partie, car les pachinko sont contrôlés par la mafia japonaise, les yakuza. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est impossible de filmer à l'intérieur de ces établissements. Le jeu est un véritable fléau au Japon, mais aussi une industrie prospère qui se hisse au 3e rang de l'économie des loisirs, derrière la restauration et le tourisme. Shibuya est aussi le théâtre d'une histoire incroyable que connaissent tous les habitants de Tokyo. Celle de Hachiko, le chien le plus dévoué dont on puisse rêver. Dans les années 1920, son maître, un professeur d'agriculture, lui avait appris à l'accompagner le matin jusqu'à la station et à revenir l'attendre chaque soir à son retour du travail. Malheureusement, le 21 mai 1925, le professeur ne rentra pas chez lui.
Il était mort sur son lieu de travail. Comme d'habitude, Hachiko était là à l'attendre, fidèle au rendez-vous. Pendant 10 ans, jusqu'à sa mort, il allait revenir tous les soirs dans l'espoir de revoir son maître. Le chien, empaillé, est conservé au musée de la nature de Tokyo et une statue a été érigée en son honneur à l'endroit exact où il se tenait. Impossible de passer à Shibuya sans faire une photo souvenir avec Hachiko. Ce portail coloré marque l'entrée de Takeshita-dori, la rue la plus branchée de la capitale. L'étroite allée piétonne se faufile entre des dizaines de magasins. La foule est compacte. C'est le point de rendez-vous des ados branchés qui viennent chercher le dernier accessoire à la mode et enrichir leur garde-robe. Magasins vintage, t-shirts collector, sur 400 mètres de long, la rue Takeshita-dori est un incubateur de tendances qui inspire les jeunes japonais. Ce vendeur au look de rappeur interpelle le client. La concurrence est rude. Le culte de la mode et la frénésie de consommation font partie du quotidien des Tokyoïtes. Le but est, avant tout, de se démarquer des autres en adoptant les dernières tenues dans le vent. À Takeshita-dori, c'est l'exubérance de style et un certain goût pour la fantaisie qui attirent les nombreux touristes. Plus loin, la rue mène à Harajuku, un quartier plus aisé qui a été pris d'assaut par les créateurs de mode et les artistes dans les années 90. Ici, on prend son temps pour découvrir ces charmantes petites rues tranquilles, loin de la foule de Takeshita-dori. La vitrine du centre d'information expose une incroyable sculpture d'un artiste japonais baptisé Colorful Rebellion. En fait, c'est une horloge. Cette composition colorée et délirante d'objets en plastique venus de notre jeunesse exprime bien l'état d'esprit particulier de ce quartier. Elle est la parfaite illustration de l'esprit kawaii qui désigne ce qui est mignon, enfantin. Car les habitants de Tokyo sont de grands enfants. Ils adorent tout ce qui rappelle leurs jeunes années, comme les dessins animés et les jeux vidéo. La culture kawaii est présente dans chaque recoin. Dans cette petite impasse perdue, un lapin en bronze tout droit sorti d'Alice au pays des merveilles nargue les promeneurs. Plus loin, ce bâtiment abrite l'une des premières galeries d'artistes indépendants, la Design Festa. Les jeunes artistes encore inconnus peuvent exposer ici en toute liberté. Comme nous l'explique Kosei, l'attaché de presse de la galerie. Si votre œuvre est originale, alors vous pouvez exposer ici. Dans notre galerie, nous exposons les œuvres d'artistes très différents. Par exemple, dans cette salle, nous exposons des photos de ce ranch. Depuis plus de 20 ans, ce lieu rassemble les dernières tendances en matière de peinture, de photographie et de mode.
Au début, cet endroit a été ouvert par une styliste très connue, Uzuki. Ce n'était pas encore une galerie. On y organisait des happenings, des défilés de mode, des shows. Uzuki ne l'utilisait que pour ça. À l'époque, il n'y avait que 2 shows par an. C'était en 1994 que les shows ont démarré. Mais 4 ans plus tard, on en a fait une galerie. Parce que le lieu ne servait que 2 fois par an. Mais on a gardé le même concept, le même esprit. C'est une association qui gère l'endroit et qui gagne de quoi faire tourner la galerie grâce aux revenus de ce petit restaurant. Peut-être que la future star des mangas est parmi ses clients. Cet appétit pour la nouveauté, les habitants d'Harajuku l'ont développé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les troupes américaines stationnaient dans la ville. Ils y avaient installé un quartier d'habitation pour les soldats, surnommé Washington Heights. Les Japonais n'avaient pas le droit d'y entrer. Le quartier limitrophe d'Harajuku devint alors pour les jeunes l'endroit idéal pour découvrir l'American Way of Life, ce monde de consommation et d'abondance qui tranchait avec la pauvreté de l'époque. Plus au sud, voici Omotesando, les Champs-Élysées de Tokyo, avec ses restaurants et ses magasins chics. Les Japonais sont les premiers clients des marques de luxe au monde. À l'origine, Tokyo était un village de pêcheurs appelé Edo. Les shoguns en firent leur capitale au XVe siècle. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'elle prit le nom de Tokyo, la capitale de l'Est. Le quartier d'Asakusa nous plonge dans cet univers médiéval, le temps mythique des samouraïs. Le long de cette rue commerçante, la ville a su préserver un peu de son histoire. Cette allée très animée, délimitée par 2 portes sacrées, mène à l'un des plus anciens et des plus importants temples bouddhistes du Japon. À l'entrée de ce quartier historique, voici la Kaminarimon, la porte de la foudre. C'est une survivante. Cette immense structure en bois a été construite en 941. Elle a brûlé plusieurs fois. L'actuelle date de 1960. Les touristes se pressent pour se prendre en photo devant le Chōchin, l'imposante lanterne de papier de 3,5 mètres de circonférence et qui pèse 670 kg. La base métallique renferme une sculpture de dragon. Il suffit de la toucher et de faire un vœu pour s'attirer la chance. Une fois passée la porte, l'allée Kanamisedori remonte le long d'un matsuri, une kermesse printanière avec ses commerces traditionnels. Il paraît qu'ici, les dieux favorisent les bonnes affaires. À l'époque médiévale, on vendait plutôt des cerfs-volants et des jouets pour les enfants. Aujourd'hui, sur les stands, en plus des masques de Pikachu et des perruques de geisha, on trouve des spécialités culinaires comme les mochi. De succulents gâteaux de riz ou des biscuits fourrés à la pâte de haricots rouges, fabriqués par un robot avec une précision toute japonaise. Mais si l'endroit est si populaire, c'est parce qu'ici on peut venir chercher la bonne fortune. Il y a les chats porte-bonheur,
les mannequins Neko. Dans ce magasin, on vend des daruma. Ces figurines peintes, rondes, sans bras ni jambes, ont la réputation de réaliser les vœux qui sont inscrits dessus. On peint l'un des yeux au moment où l'on fait le vœu et on peint l'autre lorsque celui-ci s'est réalisé. Les darumas sont très populaires. Chaque famille en possède et attend patiemment que leurs souhaits se concrétisent un jour. Avec ses 3 lanternes, la porte de la maison du trésor marque le bout de la rue commerçante. Elle fut édifiée à la fin du Xe siècle et complètement détruite par un bombardement en 1945. Elle a été magnifiquement restaurée depuis. Le temple de Sensoji est le saint des saints du bouddhisme japonais. Sur le côté, la pagode des 5 histoires domine l'entrée du sanctuaire de ses 64 mètres de hauteur. Dans la cour centrale, des échoppes traditionnelles vendent des porte-bonheur. Ce sont de petites amulettes en soie ou en papier qui contiennent une prière. On peut également acheter des incantations divinatoires, écrites sur des bandes de papier que l'on tire au hasard. Si la prédiction est bonne, le croyant recevra santé et bonne fortune. Si elle est mauvaise, il faut alors nouer le bout de papier près du sanctuaire pour conjurer le mauvais sort. Les Japonais sont très superstitieux et croient fermement au pouvoir des esprits et des fantômes. Sur le parvis, trône un énorme brûleur à parfum en fonte. Les fidèles viennent y allumer des bâtons d'encens dont ils rabattent la fumée sur eux. On dit que si elle atteint une partie du corps qui est malade, la guérison est assurée. Juste en face se dresse le temple de la déesse de la miséricorde. La légende raconte qu'il y a 1400 ans, 2 pêcheurs remontèrent dans leur filet une statue de la déesse perdue au fond de la rivière voisine. Ils firent alors le serment solennel d'édifier un temple à la gloire de Bouddha, à l'endroit même de leur découverte. Depuis plus de 1000 ans, ce sanctuaire est l'endroit le plus sacré de la ville. Mais Asakusa est aussi connu pour avoir été le quartier chaud de l'ancienne Tokyo. Autour des temples et des sanctuaires, il y avait un hanamachi, qui signifie la rue des fleurs, l'endroit où vivent et exercent les geishas. Au XVIIe siècle, ces artistes dévoués au plaisir des samouraïs, musiciennes et danseuses, étaient également les maîtresses de la cérémonie du thé. L'Hamanachi d'Asakusa concentre des appartements privés de geishas, des maisons de thé, des maisons de plaisir et des restaurants. Encore aujourd'hui, une vingtaine de femmes exercent cette profession très codifiée. Elles donnent leur spectacle lors de dîners d'affaires. Il en coûtera presque 1000 € pour 1 heure passée avec ces professionnels de la tradition nippone. Malgré la foule, Asakusa a su garder son authenticité. Le quartier est populaire auprès des amoureux du passé de leur ville. En plein centre de Tokyo, encerclé d'une forêt d'immeubles, le Kokyo est un ensemble de parcs et de jardins qui dissimule le palais impérial. C'est l'une des promenades préférées des Tokyoïtes. Au-delà des douves se cache la résidence du 126e empereur du Japon, Akihito. Avec 2600 ans d'existence, c'est la famille impériale la plus ancienne au monde et toujours l'une des plus secrètes.
Ses origines remonteraient au VIe siècle avant notre ère. Le parc Kokyo abritait le château d'Edo, l'ancienne demeure du shogun, construite au XVe siècle et qui fut détruite lors d'un incendie en 1873. Mais il reste encore quelques vestiges de cette époque, comme ces élégants bâtiments blancs aux toits de tuiles anthracites ou cette tour de 3 étages aux lignes épurées, dont l'architecture ressemble beaucoup au château original. C'est sans aucun doute le plus célèbre des monuments du parc Kokyo. Les visiteurs peuvent également admirer les tours de guet qui se dressent au-dessus des douves. Au pied des remparts, les jardins ont été plantés avec 2000 pins du Japon. Dans les fossés, des hérons et des canards barbotent en toute tranquillité. Mais les touristes se retrouvent tous devant le double pont qui accède au palais impérial. L'entrée est bien gardée. L'empereur Akihito, la princesse Michiko et leurs enfants vivent dans le palais impérial édifié en 1888, puis détruit durant la Seconde Guerre mondiale pour être finalement reconstruit en 1968. C'est un bâtiment moderne qui se trouve juste derrière cette tour de garde et demeure invisible depuis l'extérieur du parc. Il n'est ouvert au public que 2 jours par an, lors de l'anniversaire de l'empereur et pour le Nouvel An. Aujourd'hui, le monarque n'a plus le pouvoir politique que les shoguns lui avaient rendu à la fin du XIXe siècle, au début de l'ère Meiji. Même s'il n'est plus considéré comme un dieu vivant, il reste néanmoins de lignée divine. Pour les Japonais, il est le garant de l'unité nationale. Aujourd'hui, le centre du pouvoir se trouve à Nishi-Shinjuku, un quartier ultramoderne sorti de terre au début des années 2000. Les banques et les sièges des grandes entreprises se sont installés autour de l'hôtel de ville, le Metropolitan Government Building. Ce bâtiment imposant, avec ses 2 tours jumelles impressionnantes de 48 étages, a été achevé en 2006. Il est l'emblème de la nouvelle Tokyo. Depuis les salons panoramiques en haut des tours, la vue est imprenable. La ville tentaculaire s'étend jusqu'à l'horizon. D'ici, on aperçoit l'immense parc Yoyogi, l'un des poumons verts de la capitale. Plus loin, les jardins de Shinjuku abritent une énorme serre tropicale. Tokyo est en perpétuelle mutation. Des chantiers titanesques font surgir des quartiers entiers. Après la guerre, la capitale s'est métamorphosée en un gigantesque centre urbain. Avec sa banlieue, le Grand Tokyo compte plus de 38 millions d'habitants répartis sur 23 arrondissements. Nichés entre les bretelles d'autoroute, on trouve encore quelques temples bouddhistes perdus au milieu des buildings.
Le quartier de Nishishinjuku rassemble les gratte-ciels les plus modernes de la ville, comme la tour Gakuen Kokun Tower construite en 2008. Cette école de mode et de design fait 50 étages et mesure 204 mètres de haut. Avec le 21e siècle, Tokyo est devenue une ville futuriste. Les meilleurs architectes de la planète y rivalisent d'intelligence et de créativité. La capitale nippone est devenue une plateforme mondiale incontournable pour les affaires, la finance, la culture et les loisirs. Entre les buildings, des espaces verts, des parcs et des restaurants. C'est là que se retrouvent les salarymen, les employés des grandes corporations, pour profiter de leurs courtes pauses. Au pays du quasi-plein emploi, les sociétés embauchent les jeunes diplômés à la sortie de l'université. Beaucoup feront toute leur carrière dans la même entreprise, même si ce système d'emploi à vie montre quelques signes d'essoufflement. Ces salarymen ont été les fantassins du développement économique impressionnant du pays depuis la fin de la guerre. Reconnaissables à leur costume cravate, ils travaillent souvent plus de 10 heures par jour et prennent rarement des vacances. Au pied des tours jumelles de l'hôtel de ville se tient un festival où le bœuf est mis à l'honneur. Dans le parc central de Nishishinjuku, la mairie a installé des tables pour que les connaisseurs puissent déguster le wagyu, le bœuf japonais. À l'origine élevée pour les travaux des champs, les bêtes sont aujourd'hui engraissées pour donner l'une des meilleures viandes au monde. Il existe de nombreuses sortes de wagyu, mais la plus connue est la race de Kobe. S'offrir un steak est un véritable luxe. Les prix peuvent atteindre plus de 300 € le kilo. Mais ce n'est pas un hasard si le bœuf de Kobe est aussi recherché. Kameda, un éleveur, nous en donne l'explication. La variété de Wagyu, le bœuf japonais de Kobe, donne la meilleure de toutes les viandes. Ce qui fait la grosse différence avec les autres Wagyu, c'est que nous sommes les premiers du classement. Au Japon, il existe 15 niveaux de qualité. Seuls les 2 premiers du classement ont le droit à l'appellation bœuf de Kobe. Nos bœufs sont tous des Tajima Ushi, le plus renommé du Japon. C'est la race originale des Wagyu japonais. Il faut que le bœuf soit un Tajima Ushi et qu'il soit élevé dans la région de Kobe. Voilà les parties les plus tendres du bœuf de Kobe. Cette viande est striée par de fines veines de graisse. Et obtenir cette qualité-là, c'est beaucoup de travail et une bonne maîtrise des techniques d'élevage. Pour l'élever selon les règles, mois après mois, année après année, depuis le moment où c'est encore un petit veau jusqu'à ce qu'il soit assez gros pour être vendu, il faut le bichonner. Il faut l'élever avec beaucoup de soin. Pour recevoir l'appellation bœuf de Kobe, il faut au moins 30 mois d'élevage. C'est pourquoi cela revient si cher. Pour détendre le bœuf, on lui fait écouter de la musique classique. Vous voyez comment on les aime, nos Wagyu? Pour arriver à ce niveau-là, celui d'une appellation de grande qualité, on s'occupe des bœufs avec autant d'amour que s'il s'agissait de nos propres enfants. C'est ça qui fait la différence. Au Japon, il existe 15 niveaux de qualité. Chaque éleveur a son petit secret. Certains Wagyu ont droit à des massages avec de la bière, pendant que d'autres écoutent la 5e symphonie de Beethoven. Le bœuf de Kobe a une vraie vie de nabab avant de finir dans nos assiettes.
Mais pas besoin de casser sa tirelire pour s'offrir cette viande délicate. Sur les stands, on propose des gyudon pour la modique somme de 5 €. Cette recette typiquement japonaise consiste en un bol de riz vinaigré sur lequel on dépose des tranches de bœuf sautées avec des oignons. Un véritable festin pour les Tokyoïtes qui en profitent pour déjeuner entre amis ou voisins. Oasis de verdure au centre de la mégalopole, le parc de Yoyogi est sans doute le jardin public le plus populaire. Il est apprécié par les habitants de la ville qui se retrouvent ici le week-end pour se relaxer, faire du sport et jouer de la musique. Dans les allées tranquilles, vous aurez peut-être la chance d'écouter Masahiro Tatematsu, le cycliste musicien. Il trimballe tous ses instruments sur son vélo et s'arrête où bon lui semble. C'est un orchestre à lui tout seul. Il joue du xylophone, des cymbales, du tambourin, des castagnettes et même de l'orgue à pouce. Sa musique joyeuse et printanière nécessite une synchronisation parfaite. Plus loin, un groupe répète une danse venue de l'archipel d'Okinawa, des îles situées à plus de 2000 km au sud de Tokyo. Cette chorégraphie s'appelle une Elisa. C'est à l'origine une danse sacrée qui est devenue très populaire. Les Tokyoïtes ont beau être des citadins, ils n'en aiment pas moins le folklore et les spécialités des différentes provinces. Le métro parcourt 370 km et compte 290 stations. Chaque jour, c'est presque 10 millions de voyageurs qui empruntent les 13 lignes qui desservent la capitale. Les temps de trajet sont très longs. Il faut 1 heure pour faire le tour du centre-ville. La ligne Yamanote est circulaire et son tracé délimite officieusement le centre de Tokyo. C'est l'une des lignes les plus chargées car elle dessert les principaux quartiers de la ville dont Akihabara. Au nord de la ville, Akihabara est le rendez-vous des otaku. Ce terme désigne ceux qui consacrent tout leur temps et leur argent à leur passion comme les jeux vidéo, leur chanteuse préférée, la lecture des mangas ou la collection de figurines. Akihabara est leur caverne d'Ali Baba. C'est là, et nulle part ailleurs au monde, que les amateurs de dessins animés pourront trouver tout ce qu'ils cherchent. Des éditions collector et l'univers de leurs héros favoris. Les mangas, littéralement dessins grotesques, sont des bandes dessinées typiquement japonaises. Mais leur origine est très ancienne. Il y a 1400 ans, on utilisait des rouleaux de bambou sur lesquels étaient peints des histoires avec des images et du texte. Après la Seconde Guerre mondiale, sous l'influence des comics américains, les personnages des mangas deviennent des super-héros. Leur succès ne s'est jamais démenti depuis et les mangas les plus populaires se vendent en centaines de millions d'exemplaires à travers le monde. Dans les magasins d'Akihabara,
les otaku recherchent aussi les héroïnes ultra sexy des mangas pour adultes. Généralement, ces figurines représentent de très jolies filles en silicone dans des poses suggestives. Ces poupées peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. Sur Otaku Road, de plus en plus de cafés manga se sont ouverts, où les employés sont habillés en soubrette. Les hôtesses rabattent des clients dans la rue. Ils pourront choisir la serveuse de leur choix dans une liste et d'après photo. Certains de ces clubs proposent également aux clients de faire la sieste avec l'une d'entre elles. En tout bien tout honneur, bien sûr, car il s'agit de payer pour un peu de chaleur humaine et de réconfort dans cette ville où la solitude est un véritable fléau. Akihabara signifie le champ des feuilles d'automne, car c'est longtemps resté un immense terrain vague envahi par les arbres. Avec la construction de la station de métro en 1890, le quartier commença à se développer avant d'être entièrement détruit dans les bombardements de 1945. Avec la reconstruction, les étudiants de Tokyo s'installèrent ici pour ouvrir des petits magasins d'électronique. Ils revendaient des radios et des appareils d'électroménager qui provenaient des surplus de l'armée américaine. Ces petites échoppes subsistent encore dans les ruelles proches de la gare. C'est alors qu'Akihabara devint Akiba, la ville électrique. Ce quartier a été le point de départ de la Tokyo moderne. Des centres commerciaux géants se sont ouverts, faisant d'Akihabara le point de rencontre des geeks en quête des derniers gadgets électroniques. Avec son atmosphère survoltée et son architecture futuriste, c'est un quartier incontournable de Tokyo. Cette rame de métro aérien circule sans conducteur entre les gratte-ciels. Lancée en 1995, cette ligne est entièrement automatisée. Elle a été la première de ce type au Japon. Elle transporte 100 000 passagers par jour. Le métro file entre les immeubles avant d'entamer une boucle dans la baie de Tokyo. Installé à l'avant de la rame, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Le front des gratte-ciels se découvre au fur et à mesure. Pour le prix d'un ticket, le spectacle est garanti. Le métro glisse à présent vers Odaiba, la nouvelle Tokyo. Là aussi, la ville est en pleine mutation. De nouveaux immeubles qui utilisent les dernières technologies, des quartiers entiers qui sortent de terre. Odaiba est une île artificielle. Et encore une fois, le passé rattrape le futur. À l'origine, Odaiba, qui signifie forteresse, fut construite par le shogun de Tokyo en 1853. Il fit bâtir 4 îles avec des fortins pour protéger la baie.
Dans les années 70, le gouvernement décide de lancer des projets urbains pharaoniques. L'île du Shogun en fait partie. Aujourd'hui, Odaiba mesure 6 km². Les immeubles ont poussé comme des champignons. Pour autant, l'urbanisme reste moderne et harmonieux. Cet ensemble architectural abrite la chaîne de télévision Fuji. Le bâtiment a été conçu par Kenzo Tange, un célèbre architecte japonais, disciple de Le Corbusier. Alors qu'Odaiba était plutôt destiné au départ à recevoir des immeubles de bureaux, dans les années 80, les premiers habitants ont commencé à s'installer. Depuis, le succès de ce lieu ne s'est jamais démenti. L'esplanade centrale offre une vue unique sur Tokyo et ses gratte-ciels. La gigantesque métropole se dresse fièrement comme la porte d'entrée de l'archipel. La statue de la liberté postée sur la baie rappelle une autre ville célèbre, New York. C'est la France qui a offert cette réplique au Japon en 1998. À l'origine, elle ne devait rester qu'1 an, mais elle est devenue si populaire qu'il a été décidé de ne pas la démonter. Le pont arc-en-ciel, le Rainbow Bridge, enjambe élégamment la baie de Tokyo. Il mesure 570 mètres de long et porte une autoroute, une nationale et une ligne de métro. Les 2 arches élancées qui le soutiennent sont une véritable prouesse technique. Le Rainbow Bridge est l'un des emblèmes de la ville. En 1996, la mairie de Tokyo autorisa la construction de centres commerciaux et de parcs d'attractions sur l'île. Odaiba va alors devenir l'endroit préféré des citadins pour passer le week-end. Le long des docks en bois, les visiteurs déambulent entre les salles d'arcade de jeux vidéo, les musées, les nombreuses boutiques et les restaurants du front de mer. Des écoliers venus de province ont droit à une journée de divertissement dans une rigueur toute japonaise. Au bout de ce petit restaurant, une magnifique plage artificielle accueille les promeneurs. Cette large bande de sable entoure une petite baie tranquille. Toutes les fins de semaine, de nombreuses familles viennent ici pour se détendre et profiter de l'air marin. Il est presque incongru de voir ce véliplanchiste glisser tranquillement sur l'eau au cœur de cette mégapole. Mais la plage est presque déserte aujourd'hui, car le temps de loisir est compté. Une partie de ballon, des mariés qui posent pour la postérité, un moment de détente en famille, et il faut déjà rejoindre la grande ville. Les derniers ferries vont bientôt partir. Celui-ci ressemble à un vaisseau spatial, avec ses formes arrondies et ses immenses baies vitrées. Ce n'est pas étonnant puisqu'il a été dessiné par un célèbre auteur de manga. La traversée de la baie est une courte croisière très populaire. Le bateau passe sous les immenses arches du Rainbow Bridge, avant de retrouver l'énergie vibrante de la cité. Direction le cœur de Tokyo.
Des écrans géants, des centaines d'enseignes lumineuses. Nous sommes à Shinjuku, l'un des quartiers les plus animés. Depuis la terrasse du cinéma, apparaît un Godzilla géant et menaçant. Ce monstre emblématique du cinéma catastrophe japonais est une créature antidéluvienne qui, irradiée par les essais nucléaires, décide de se venger en détruisant tout sur son passage. La thématique du cataclysme, qui finit toujours par s'abattre sur la capitale, est directement inspirée des différentes catastrophes qui ont secoué Tokyo. Mais la ville a toujours su renaître de ses cendres. La station de Shinjuku est la plus grande au monde. Elle compte une dizaine d'étages et abrite des centres commerciaux et même des jardins d'enfants perchés en haut des immeubles. Chaque jour, plus d'1 million de voyageurs transitent par ce nœud ferroviaire où se croisent la plupart des lignes de métro. Le soir, on retrouve les salarymen. Ils se rejoignent ici pour passer un moment de détente avec leurs collègues, avant de rentrer chez eux, de l'autre côté de la ville, parfois à plus de 2 heures de transport. Shinjuku a beaucoup souffert des bombardements américains. Cachés en bas des lignes des métros aériens, ces petites rues étroites et tortueuses sont les seuls vestiges du quartier tel qu'il était avant la guerre. Il est très typique avec ces minuscules restaurants qui ne peuvent accueillir plus de 5 ou 6 clients à la fois. Chaque établissement a ses habitués, parmi lesquels des artistes, des cinéastes et des célébrités qui en ont fait leur lieu de prédilection. L'atmosphère y est plus authentique et conviviale et la cuisine savoureuse. Une fois rassasiés, les salariés en goguette se dirigent vers Kabukicho, un autre quartier chaud de Tokyo. C'est là que Shinjuku s'anime à la tombée du jour. Dans ces petites rues, entre les karaokés très prisés des Tokyoïtes et les love hotels où l'on paye une chambre pour quelques heures, les enseignes lumineuses des bars et des salons de massage affichent des visages d'hôtesses aux tenues de soubrettes ou d'infirmières.